Salut tout le monde, je suis Geoffrey et aujourd'hui on va parler d'une des nombreuses raisons de ne pas aimer l'espèce humaine, parce qu'aujourd'hui on va parler du méga échec du film Furiosa, le nouvel épisode de la saga Mad Max. C'est déjà l'un des plus gros beats de 2024 et c'est aussi surtout l'un des plus tristes de ces dernières années. Peu importe comment on prend les chiffres, Furiosa est un désastre au box-office. Alors oui, Mad Max Fury Road n'avait pas été un si grand succès en 2015, mais là c'est une toute autre histoire. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce rejet absolu de Furiosa? Y a-t-il un problème avec le film, avec l'humanité ou avec les deux? Et surtout, est-ce que tout est vraiment perdu pour Mad Max? Vous allez voir qu'il y a peut-être un petit espoir qui pourrait permettre de limiter la casse, voire de ne pas déjà enterrer le film Mad Max que George Miller voulait faire après. Et vous verrez que ça en dit long sur l'état de Hollywood aujourd'hui et sur l'évolution de l'exploitation des films. Pour commencer, rappelons une chose, le flop de Furiosa n'est pas si extraordinaire. Ces échecs font partie des cycles de vie dans l'industrie et il y en a chaque année, et chaque année, certains sont particulièrement tristes, même si personne ne sera évidemment d'accord pour les désigner. Pour parler au nom d'écran large, en 2021, on avait regretté les échecs de Matrix Résurrection, Le Dernier Duel et The Suicide Squad, peu importe. En 2022, Nightmare Alley, The Northman et 3000 ans à t'attendre de George Miller déjà. En 2023, Babylon, Boys Afraid ou encore le très amusant Donjons et Dragons. Des films très différents, parfois très imparfaits, souvent très débattus, mais qui avaient probablement quelque chose en commun, un petit truc spécial hors norme dans l'industrie hollywoodienne par rapport à leurs ambitions ou leur budget. Alors est-ce que ça explique leur flop? Peut-être. C'est toujours plus facile de faire l'inspecteur des travaux finis de toute façon. Mais revenons au flop de Furiosa. Le film a coûté 168 millions de dollars selon des médias renseignés comme Deadline et Variety. C'est dans la fourchette basse des superproductions qui peuvent facilement dépasser les 200-250 millions de budget, voire 300 millions dans certains cas. 168 millions, c'est un budget similaire à d'autres gros films de 2024. La planète des singes a coûté à peu près pareil. Godzilla x Kong multiplié par Kong, peu importe. Le Godzilla versus Kong, la machin, un chouïa moins que Furiosa. Et Dune 2, un peu plus dans les 190 millions de dollars. Et surtout, c'est un budget proche de Mad Max Fury Road qui avait coûté entre 155 et 185 millions en 2015. Autrement dit, Warner Bros n'a pas craqué son slip. Le budget de Furiosa est logique. Sauf si on prend en compte une autre info. Le budget de 233 millions sorti par Deadline en mai 2022 est repris en mai 2024 par The New York Times. Et malheureusement, ce sont des sources assez crédibles, notamment pour le New York Times, puisque l'article est signé Kyle Buchanan, auteur du livre Blood, Sweat and Chrome, qui raconte en détail la production assez folle de Fury Road. Le monsieur connaît plutôt bien George Miller, et sait a priori de quoi il parle. Et si vous vous demandez comment c'est possible qu'on mente sur des budgets de films, sachez que c'est assez courant. Par exemple, Doctor Strange 2. À la sortie, on parlait d'un budget proche des 300 millions, 2 ans après, on a appris via des documents officiels que c'était en réalité 410 millions de dollars. En plus du budget de production pour faire le film lui-même, il y a le budget marketing. Ça, c'est beaucoup plus difficile à trouver parce que les studios en parlent très rarement. Mais c'est bien souvent aux alentours de 70 millions pour des films au budget moyen, 100 ou 150 millions pour des grosses productions et parfois encore plus que ça. Avec Furiosa, difficile de ne pas imaginer un budget promo de 100 millions de dollars, mais bon, on ne peut pas l'affirmer. Ce qu'on peut faire, c'est estimer la fourchette du budget total de Furiosa. Allez, on va dire entre 250 et 350 millions de dollars. Et combien a-t-il rapporté au box-office? C'est là que ça fait mal, environ 171 millions au box-office mondial. Pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour voir que c'est vraiment très mauvais. Et encore, on n'est même pas rentré dans les détails. J'ai fait une vidéo absolument fantastique où j'explique comment on calcule le box-office, mais je vais résumer les grandes lignes ici. Premièrement, un studio ne récupère pas l'intégralité des recettes du box-office, puisqu'une part va dans les poches des exploitants, et c'est bien normal. Ce montant varie selon les territoires, le nombre de semaines à l'affiche et parfois des deals avec le studio. Mais faisons simple. Au mieux, 50% va dans la poche du studio et au pire, 25%. Deuxièmement, pour un studio hollywoodien, c'est le box-office domestique qui compte le plus parce que c'est là qu'il récupère le plus d'argent. Sur le territoire nord-américain, Furiosa a encaissé moins de 70 millions, soit 40% de ses recettes au total dans le monde. C'est là encore très mauvais. On peut comparer tout simplement au précédent film Mad Max. Furiosa, c'est 171 millions de dollars au box-office mondial. Fury Road, c'était 380. Au box-office domestique, Furiosa, c'est même pas 70 millions. Fury Road, c'était 153 millions. En gros, Furiosa a fait 2 fois moins, tout simplement. On peut aussi parler de la France, où Furiosa a fait un score misérable, même pas 1 million d'entrées.
C'est le pire score de toute la franchise derrière Fury Road, qui avait attiré plus de 2,3 millions de personnes en 2015, alors qu'il marquait le retour de Mad Max après 30 ans d'absence au cinéma, et en plus, il était sorti dans un peu moins de salles que Furiosa. Et pour info, Mad Max 2 reste en haut du podium au box-office français, plus de 3,6 millions d'entrées en 1981. Difficile de dire combien Warner Bros va perdre sur l'exploitation salle de Furiosa. Plusieurs médias ont estimé que le film avait besoin d'atteindre les 350-400 millions au box-office mondial pour rentrer dans ses frais, mais un porte-parole du studio a affirmé à Variety que c'était moins que ça. Comme d'habitude, c'est pas simple de démêler le vrai du faux, mais Variety parlait d'une perte de 75 à 95 millions de dollars. Si vous pensez que c'est vraiment trop optimiste, vous avez peut-être raison. Le bid de Furiosa n'a pas seulement eu un impact sur le studio d'ailleurs. Depuis juin, la question des aides versées par l'Australie est au cœur de quelques débats là-bas. En cause, l'argent offert par l'Australie grâce à la réduction ou crédit d'impôt. Alors je suis pas expert, mais le principe c'est en gros d'attirer les productions étrangères et leur offrir une réduction d'impôt à partir d'un certain pourcentage de budget investi sur place. C'est un moyen d'injecter de l'argent dans l'économie locale et faire rayonner un pays. C'est assez classique, la France le fait avec le CNC par exemple. Pour Furiosa, le média australien News.com parle de 183 millions d'aides, mais rien d'officiel. D'ailleurs, c'est peut-être cette aide de l'Australie qui explique l'écart entre les deux budgets dont je parlais plus tôt et qui avait été partagé dans la presse au fil des années. Là, on parle d'argent public, donc c'est bien évidemment un sujet important, et l'échec de Furiosa en salle a rouvert des débats sur le contrôle et le sens de ces dépenses en Australie pour notamment savoir s'il faut les plafonner. Pour info, c'est pas la première fois que George Miller est au cœur de ces débats. En 2008, son projet Justice League s'était cassé la gueule en grande partie à cause de l'Australie qui avait décidé de lui refuser cette aide parce qu'ils estimaient qu'il n'y avait pas assez d'acteurs et actrices australiens dans le film. Le réalisateur avait publiquement dit que c'était une décision parfaitement stupide. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est resté en travers de la gorge de certaines personnes et que le bid de Furiosa était l'occasion parfaite d'en remettre une couche ? Possible. Bref, on arrête de parler d'argent, ça me donne le tournis, posons-nous la vraie question. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Furiosa se plante à ce point ? Alors évidemment, comme d'habitude, je pense que personne peut prétendre connaître la réponse absolue à cette question. On ne peut que parler de facteurs, d'hypothèses pour essayer de comprendre. Première explication, Furiosa est un préquel, et les gens voulaient peut-être pas d'un préquel, peut-être qu'ils voulaient une suite. Et c'est directement lié à une deuxième explication qui est fort possible. Les gens voulaient peut-être un film Mad Max avec Max, plutôt que Furiosa. Déjà dans Fury Road, George Miller avait largement mis en avant le personnage incarné par Charlize Theron. Max était alors presque perçu comme un second rôle ou peut-être en tout cas un demi-premier rôle au sein de sa propre saga. Dans Furiosa, c'est encore plus affirmé puisqu'il est tout simplement absent, hormis une apparition de dos dans un plan où il est joué par la doublure cascade de Tom Hardy. Troisième raison, les trois premiers Mad Max avaient Mel Gibson. Fury Road avait Tom Hardy et Charlize Theron. Dans Furiosa, on a Anya Taylor-Joy et Chris Hemsworth. Alors là, on ne parle pas de talent, mais de popularité et de l'éventuelle capacité d'un acteur ou actrice à attirer en salle par sa simple présence. Les gens connaissent Anya Taylor-Joy avec The Witch, Split, Last Night in Soho, mais à part Les Nouveaux Mutants, peut-être qu'on a tous oublié parce que c'est nul et que ça a été un bide, elle n'est pas installée dans le circuit des grosses productions. Alors que Charlize Theron, en 2015, elle avait un Oscar, Blanche-Neige et le Chasseur, Hancock, Prometheus et pas mal de premiers rôles en haut de l'affiche avec une carrière plus longue et plus établie. Chris Hemsworth, c'est un cas plus intéressant car un peu plus bizarre. Lui, il est très connu mais principalement chez Marvel. Hors Avengers, il a pas mal de flops sur son CV au cinéma. Hacker de Michael Mann, Au cœur de l'océan, Men in Black, qu'on préfère oublier. Alors est-ce que ça veut dire que personne n'a envie de le voir dans un gros film où il ne joue pas le personnage de Thor ? Je ne sais pas. Tyler Rake a cartonné par exemple, mais sur Netflix. Pour Furiosa, il a largement été mis en avant, notamment pour sa transformation physique, et de toute évidence, ça n'a pas particulièrement intéressé le grand public. On peut en tout cas se demander si le casting n'a pas refroidi les gens, particulièrement ceux qui avaient beaucoup apprécié Tom Hardy et Charlize Theron, et qui voulaient peut-être les retrouver dans une suite avec eux deux. Quatrième raison, le marketing. On n'y échappe pas, à chaque fois qu'un film se plante, la promo est pointée du doigt. Moi je dis souvent que je trouve que c'est un peu facile comme réflexe, disons comme accusation, mais ça n'empêche que ça reste toujours une bonne question à se poser. Est-ce que les bandes annonces et les affiches de Furiosa ont vendu du rêve ? Est-ce que le rendu des effets visuels a refroidi les gens ? Je sais pas, mais on a vu un peu partout dans les commentaires sur écran large cette accusation, donc difficile de pas le mentionner. Et j'en arrive à la cinquième raison, Furiosa a peut-être souffert tout simplement de la comparaison avec Fury Road. En 2015, Fury Road donnait l'impression de sortir de nulle part, c'était une espèce d'ovni d'hallucination. En 2024, Furiosa ressemble à une continuation de Fury Road, sans l'effet de surprise.
Plein de gens ont peut-être trouvé en plus que Fury Road avait été survendu, plein d'autres ont peut-être pensé que Fury Road était indépassable. Donc Furiosa a peut-être été coincé au milieu de tout ça. On pourrait aussi parler de l'aspect démographique du box-office, puisque le public qui s'est déplacé pour Furiosa était beaucoup plus masculin et moins jeune que pour Fury Road, ce qui n'est pas vraiment un bon signe. Mad Max est peut-être une saga trop vieille, avec un public qui se renouvelle pas. Dans un autre genre, on a eu une situation similaire en 2024 avec le dernier SOS Fantôme, sauf que c'est nul, qui lui non plus n'a pas réussi à faire autant que le précédent volet. Bref, c'est facile avec le recul de trouver 35 explications et faire comme si c'était une évidence. Alors ok, Mad Max c'est pas Transformers, c'est pas censé faire 1 milliard au box-office, mais si Warner misait sur un petit succès, un succès modeste, il n'aurait pas lâché un budget de blockbuster. Néanmoins, je parlais d'un petit espoir, en réalité il y a même 2 petits espoirs. Le premier, c'est la VOD. Warner a décidé de sortir le film en premium VOD aux États-Unis le 24 juin, 5 semaines seulement après sa sortie au cinéma. Et le film s'est rapidement placé en tête des ventes et locations dans les top 10 de Fandango, c'est moche ce mot, et iTunes. Le secteur de la VOD est assez opaque, tout comme celui de la SVOD, donc pas de chiffres précis malheureusement. Alors pourquoi j'en parle? Pourquoi ça mérite qu'on en parle? Parce que le film est vendu au tarif de 29,99$ et mis en location pour 24,99$. C'est pas rien quand même. Et selon The New York Times, 80% de cette somme va dans les poches du studio. Souvenez-vous, pour les tickets de cinéma, je parlais de 50% au mieux. Ça fait une petite différence quand même. Reste à savoir de combien on parle exactement parce que le box-office, ce sont des sommes énormes. Qu'en est-il de la VOD alors? Un super article de The New York Times, encore une fois, publié en juin 2023 et consacré à la stratégie VOD du studio Universal, donne quelques indices très intéressants. Grâce à la VOD, Universal avait gagné 75 millions supplémentaires pour le film Super Mario Bros, 50 millions supplémentaires pour Jurassic World 2, Les Croods 2 et Tous en scène 2, et 25 millions pour Megan. En 3 ans à peine, le studio Universal avait amassé 1 milliard de dollars grâce à ce secteur et parlait d'une source additionnelle de revenus, c'est-à-dire qui ne grignote pas sur le box-office selon eux. Deuxième petit espoir possible, au-delà de la VOD, la vie du film Furiosa continuera. Il va sortir en Blu-ray et DVD le 13 août aux États-Unis et le 2 octobre en France. Alors est-ce que ça peut vraiment rapporter de l'argent? Selon le site The Numbers, qui compile plein de données box-office, Mad Max Fury Road avait rapporté plus de 56 millions en ventes DVD et Blu-ray en 2015, rien que sur le territoire nord-américain. Mais bon, Fury Road était porté par un enthousiasme assez dingue jusqu'aux Oscars. À voir si Furiosa bénéficiera du même boost. C'est de toute façon assez difficile de savoir à quel point la VOD, la SVOD, les DVD et les Blu-ray, les ventes TV et toutes les autres formes d'exploitation dans les marchés à travers le monde peuvent rapporter de l'argent un studio. Est-ce que ça peut permettre à un studio de rentrer dans ses frais, surtout sur la longueur? Certainement. Mais est-ce que c'est suffisant? Pas sûr. Un film à 100 ou 200 millions de dollars, c'est fait pour rapporter de l'argent, pas pour limiter la casse. Encore plus si on est dans une franchise que le studio souhaite faire grandir. En l'occurrence, on parle de The Wasteland, le film Mad Max que George Miller voudrait faire après Furiosa. Là, on était censé retrouver Max juste avant les événements de Fury Road, c'était donc un autre préquel, ou plutôt l'autre partie du préquel de Fury Road. George Miller avait dit que ce film serait possible uniquement si Furiosa marchait en salle. Arrivé à la fin de cette vidéo, j'ai comme un léger doute du coup. Mais bon, sait-on jamais. On n'est pas à l'abri d'un miracle. Et si vous voulez qu'on continue à parler de miracles de box-office et de budget en vidéo, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à Écran Large pour qu'on reste libre, beau et indépendant. En plus, ça vous donne accès chaque semaine à des articles exclusifs où on parle notamment de box-office. Les détails sont dans la description de la vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, merci de nous suivre. N'oubliez pas qu'on a fait un podcast entier sur la saga Mad Max et je vous dis à bientôt.